parler ensemble de la croisière fluviale Parfum de Noël Outre-Rhin, donc cette croisière qui aura lieu la première semaine de décembre, donc pendant cette période de l'Avent. En préambule à celle-ci, donc comme lors de nos dernières interventions, je vais juste passer en revue, je dirais, le sommaire de nos croisières fluviales pour 2021, puisque c'est vrai qu'en 2021, nous avons moins de croisières maritimes par choix et nous avons décidé de mettre plus à l'honneur les croisières fluviales, puisque c'est aussi votre demande, donc on essaie aussi de répondre un petit peu évidemment à vos attentes. Donc, après cette croisière Parfum de Noël, nous repartons avec une croisière sur les peintres hollandais et flamands, donc une balade fluviale au cœur des arts sur les traces des maîtres flamands et hollandais. Celle-ci aura lieu du 31 mars au 7 avril. C'est le report de celle que nous n'avons pas pu faire cette année due au confinement. C'est une croisière que l'on fait très régulièrement. Nous partons de Paris en train Thalys pour rejoindre Amsterdam et c'est une croisière de 7 jours à bord de l'Elegant Lady sur les canaux hollandais à la découverte des grands musées de la région, donc comme le Kröller-Müller à Arnhem, la ville d'Anvers, Bruxelles, Gand, la superbe Bruges également, la très belle ville de Delft, Rotterdam avec la visite de La Haye et le magnifique Mauritius. Et on termine donc par une journée et demie à Amsterdam. Donc cette croisière aura lieu tout début du printemps 2021. Toujours dans les croisières fluviales, un nouvel itinéraire pour juin 2021, toujours à bord de l'Elegant Lady. Donc, ce sont des croisières affrétées en totalité par Plein-Cap, donc avec notre équipe à bord, nos conférenciers et un programme artistique, concerts classiques et lyriques comme toujours en soirée. Ce nouvel itinéraire des cités d'art et d'histoire va nous mener entre Rhin et Meuse, une croisière donc à une période très agréable puisqu'à la période du solstice d'été, donc les jours les plus longs. C'est un départ de Paris donc en avion vers Düsseldorf qui va nous mener donc vers les Pays-Bas à travers des escales vers Nijmegen, Venlo, Maastricht, escale ensuite en Belgique à Namur, Liège et de nouveau donc en Hollande à Roermond pour débarquer à Düsseldorf. Donc là aussi au fil de cette croisière, la culture sera au rendez-vous avec la visite de ces grandes villes d'art et d'histoire. Et sur ces croisières, vous retrouvez bien sûr nos fidèles conférenciers tels que Cédric et Oksana Garin. Autre croisière fluviale pour 2021, donc c'est à l'automne, toujours à bord de l'Elegant Lady, une autre croisière en Allemagne intitulée Jardins et Châteaux de Franconie. C'est cette région que l'on qualifie d'Allemagne romantique, un itinéraire que l'on a fait il y a déjà un bon nombre d'années, qui a eu un grand succès. C'est une croisière qui est plus axée donc, sur la découverte de jardins et de châteaux de cette partie romantique de l'Allemagne. Donc, on embarque à Munich et nous partons à la découverte des villes donc, de Ratisbonne, Nuremberg, Bamberg, Würzburg, Mittelberg, Rüdesheim, Beaupark et nous débarquons à Coblence et retour également en avion sur un vol donc Francfort vers Paris. Ensuite, toujours dans nos croisières fluviales, puisque c'est l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui, à l'automne 2021, donc des itinéraires un petit peu différents. Donc, on a remis au programme, c'était en 2020, mais c'est reporté à 2021, la croisière vers le lac Baïkal, donc une originalité dans notre programmation, du 3 au 13 septembre, itinéraire donc accompagné par Oksana, sur un bateau affrété aussi par Plein-Cap, l'Imperia, un petit bateau spécialisé et qui ne fait que des croisières sur le lac Baïkal. Donc, c'est un itinéraire de 8 jours avec une très belle navigation sur ce lac à la découverte de ces paysages très diversifiés et également en fin de croisière, une excursion de journée à bord du train, donc le Circum Baïkal, qui reprend une partie donc, de l'itinéraire de l'Orient Express. Donc, cette croisière aura lieu à l'automne et nous remettons aussi au programme, toujours en septembre, la croisière Moscou-Astrakhan que l'on a fait il y a 2 ans maintenant. Donc, c'est une croisière fluviale qui complète, je dirais, la découverte de la Russie. Beaucoup d'entre vous ont fait
Moscou-Saint-Pétersbourg, et bien là, ça permet de compléter la découverte de la Russie en allant donc jusqu'à Astrakhan. Donc, c'est un embarquement à Moscou qui nous mène vers des grandes villes aussi superbes au niveau de leur patrimoine architectural, leur richesse culturelle, les villes d'Ouglitch, Yaroslav, Kostroma, Nijni Novgorod, Kazan, Samara, Saratov, Kostroma, et nous débarquons à Astrakhan. C'est une croisière qui est aussi accompagnée par Oksana, puisque c'est vrai que ça fait partie aussi des régions de prédilection d'Oksana, la Russie. Donc voilà le menu des croisières fluviales 2021. Sur notre site internet, vous retrouverez les programmes détaillés de toutes ces croisières. Les réservations sont ouvertes pour celles-ci. Donc cette programmation complète les escapades culturelles mises en place par nos conférenciers, tels que le programme du Berry qui va partir dans quelques jours, le programme de Bâle au mois de novembre, le circuit aussi pour le printemps prochain sur Chypre mis en place par Cédric, et nos croisières maritimes à bord du Hambourg, et le Spitzberg, ainsi que le Groenland, qui est de nouveau donc au programme pour 2021. Allô? On va passer donc à présent dans le vif du sujet, et pour aujourd'hui, donc cette croisière parfum de Noël Outre-Rhin, donc à bord de Lady. Donc, à bord de l'élégante Lady, là, c'est un groupe. Plein Cap n'a pas affrété l'intégralité du bateau. Nous avons 40 places sur ce bateau, accompagné donc par votre fidèle conférencière Oksana Garin. Cette croisière donc a lieu du 5 au 9 décembre. C'est un départ de Paris en train. Je vous l'ai dit, en cette fin d'année, on essaie de privilégier aussi, suite à votre demande, les acheminements en autocar ou en train, dans la mesure où c'est possible. Donc, une carte ici pour nous situer donc, en Allemagne. Cette croisière donc, va partir de Cologne, que vous pouvez apercevoir ici, va nous permettre de descendre une partie du Rhin en allant donc vers Koblenz, Wiesbaden, Mayence, et nous remontons ensuite à Cologne. Donc, c'est une petite croisière de 5 jours, vraiment en immersion en cette période de Noël qui est particulièrement fêtée chaque année outre-Rhin. Ici, donc, plus précisément, notre itinéraire, nos escales, donc Köln, départ donc de Cologne, escale ensuite vers Cochem, Koblenz, Wiesbaden, Mayence et Cologne. Donc, vous le voyez, c'est le cours du Rhin que nous allons suivre, avec tout de même une petite incursion lorsque nous sommes en escale à Cochem sur la Moselle. Ce Rhin, donc, il a une longueur de 1320 km, il baigne 4 pays. Donc, depuis le Moyen-Âge, c'est vrai que le Rhin constitue une voie d'échange extraordinaire pour les échanges commerciaux. On va dire que c'est l'artère vitale de l'Occident. Ces paysages ont inspiré de nombreux mythes qui ont contribué aussi à sa renommée. Des paysages qui vont alterner villages, vignobles, affleurements rocheux, des châteaux perchés également. Et on parlera des quelques légendes au fil de notre itinéraire. On reviendra là-dessus en détail dans quelques instants. Donc, notre croisière part de Paris en train. Donc, Oksana part avec vous dès la gare, donc à Paris, en train vers Cologne, pour rejoindre donc cette ville de Cologne. Il y a 4 heures de train pour rejoindre la ville de Cologne. Donc, on y est vraiment très, très rapidement. Et donc là, la thématique de cette croisière, outre l'intérêt culturel, architectural et historique, eh bien, ça va être les traditions de Noël en Allemagne. Les marchés de Noël, donc, il faut savoir qu'ils ont une longue tradition en Allemagne, puisque l'un des premiers fut celui donc, de la ville de Dresde, très belle ville de l'Elbe. Il a eu lieu en 1434. Cette année, donc en 1934, le prince électeur Frédéric II autorise donc un marché la veille de Noël. Ce marché, à cette période, était connu comme sous l'appellation donc marché de Saint-Nicolas. Plus tard, donc au XVIIIe siècle, donc de plus en plus de stands se sont ouverts, puisque là vous avez une gravure qui représente le début de ce marché donc à Dresde au XVe siècle. Au XVIIIe siècle, de plus en plus de stands ont été installés
avec notamment l'arrivée de nombreux travailleurs qui venaient des montagnes et qui proposaient à la vente des jouets qu'ils fabriquaient donc l'hiver et des jouets en bois. À la période de la Réforme, cette tradition donc de marché a perduré, mais les marchés ont été rebaptisés. Ils ne s'appellent plus alors marché de la Saint-Nicolas, puisqu'il fallait lutter contre le culte des saints. Ils ont été rebaptisés marché de l'enfant Jésus, donc Christkindlmarkt. Les marchés se sont développés et on va dire que c'est à partir du XXe siècle, dans les années 90, que ces marchés se sont développés dans les grandes villes d'Europe. De nos jours, donc, bon, certains ont gardé leur authenticité, comme en l'occurrence en Allemagne. Dans beaucoup d'endroits, ils ont perdu un petit peu de leur côté traditionnel, mais les Allemands ont bien compris que pour avoir succès et pour faire vivre leur marché de Noël, il fallait y vendre que des objets ou des spécialités relatives donc à cette période festive, puisque bon, de ces marchés, on en a tous côtoyé, se dégage vraiment une atmosphère particulière avec tous ces objets, décorations de Noël, spécialités, pain d'épices, stand de vin, le fameux Glühwein que l'on peut trouver en Allemagne. Donc, nous allons commencer notre périple en embarquant dans cette ville de Cologne, cette cité rhénane, donc située à quelques heures de train de Paris, ville donc intéressante de par son histoire, par son marché, ses marchés à cette période donc festive de Noël, mais aussi par ses nombreux musées, puisque la ville de Cologne propose vraiment des musées passionnants. On a toujours plaisir à la découvrir, à la redécouvrir. Sur le plan donc historique, cette ville de Cologne est une ville donc située sur les bords du Rhin, dans la Rhénanie du Nord, donc cette région allemande. Elle s'appelle donc Köln en allemand et elle fut occupée par les Romains dès l'an 50 et connue à cette période sous le nom de Colonia Claudia Ara Agrippentium, d'où son nom donc actuel. La ville s'est développée ensuite au Moyen-Âge. Elle est devenue l'une des villes les plus importantes du Saint-Empire romain germanique en raison justement de sa position stratégique au centre des routes commerciales importantes et le long des rives du Rhin. La ville a grandi au fur et à mesure des siècles. Au XIIe siècle, elle devient un grand lieu de pèlerinage puisqu'à cette période, elle accueille les reliques des rois mages. Au XIIIe siècle, elle fait partie de la Ligue hanséatique, puis au XVe siècle, elle devient une ville libre impériale. À partir de cette époque, la ville de Cologne a connu un essor continuel qui a été stoppé, comme beaucoup de villes dans cette région, lors de la Seconde Guerre mondiale, période à laquelle la ville, comme tant d'autres, a été largement détruite, mais reconstruite après selon l'ancien plan de la ville. Donc, on a essayé de garder les anciens plans au niveau de l'urbanisme pour la reconstruction. Comme vous le voyez ici, le monument phare de Cologne, c'est sa majestueuse cathédrale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On reviendra plus en détail tout à l'heure, puisque la fin de la croisière se déroule à Cologne et on y reste un peu plus d'une journée. On reviendra en détail sur celle-ci. Notre première, donc on va quitter Cologne pour commencer donc notre croisière fluviale et on va quitter un petit peu le Rhin puisque sur la carte tout à l'heure je vous l'avais précisé, nous allons faire escale à Cochem, une ville qui est située donc sur la vallée de la Moselle, hein, entre deux massifs montagneux comme vous pouvez le voir ici sur cette photo, entre les massifs de l'Eiffel et de l'Hunsrück, au cœur d'une région viticole, la région donc viticole de la Moselle-Sarre. C'est vrai que notre itinéraire, au fil de cet itinéraire, nous allons beaucoup parler de vignobles, de dégustation, de bons vins, puisque la région s'y prête tout particulièrement. Une vue ici donc de cette ville, c'est un village qui compte environ 5000 habitants. La ville donc doit son charme et son architecture actuelle grâce aussi à son histoire et notamment aux traces laissées à l'époque du Moyen-Âge. Ces maisons à colombages, ces ruelles étroites et tortueuses. Elle est dominée par le château de Cochem, son château impérial, donc le Reichsburg, qui date du XIe siècle, avec ses tourelles, comme vous pouvez l'apercevoir ici, l'architecture
typiquement donc médiéval. Là, c'est Tourelle, le château avec de nombreux créneaux, des encorbellements, un château qui surplombe la ville et les vignobles, vraiment qui surplombe la vallée de la Moselle. Tout autour de l'enceinte du château, on peut voir aussi de belles tours de défense avec des tailles assez différentes, surmontées par des pointes acérées, vraiment qui se dressent vers le ciel. Pour information, il y a encore à l'intérieur de ce château une fauconnerie avec des démonstrations donc de vol avec des faucons, du sable, des aigles et des vautours. Quelques vues donc de cette petite ville de Cauchène, ces maisons donc à colombage typiques de cette très belle région. Ici donc le quartier de maisons à colombage, le clocher de l'église Saint-Martin. Et nous continuons ensuite notre balade fluviale vers notre deuxième escale, la ville de Coblence, où nous sommes en escale en matinée. Coblence est aussi située à un point stratégique puisqu'elle est à la confluence du Rhin et de la Moselle. Ce point de confluence que vous apercevez ici sur la photo donc, du bas de l'écran, qui est donc le Dutch Eck, donc le coin allemand. Et Coblence est l'une des plus anciennes villes d'Allemagne. 4 collines entourent cette ville de Coblence. Elle est elle-même entourée de nombreux vignobles. Et donc, à l'intérieur de la ville, on va trouver donc, des églises, comme en témoignent ces différents clochers, châteaux également. Une ville qui, sur le plan de l'urbanisme, est dotée aussi de très belles maisons bourgeoises, majestueuses, une belle architecture qui témoigne de plus de 2000 ans d'histoire, de nombreuses cours intérieures. Sur le plan historique, donc Coblence, à l'origine, était un camp romain établi donc en l'an 9 avant Jésus-Christ, au confluent donc, du Rhin de la Moselle. Son nom donc, de Coblence vient du latin confluentia. Et cette ville, donc, c'est vrai qu'elle a su, je dirais, tirer parti de sa situation géographique privilégiée pour s'enrichir et se développer au fil des siècles. Là, au cours de l'histoire, la ville fut aussi un lieu de refuge pour les nobles fuyant donc la Révolution française. Comme la précédente escale, cette ville a été gravement endommagée lors de la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite, et aujourd'hui, elle fait figure en tout cas de ville très dynamique. Ici, donc, quelques exemples des principaux monuments que vous pourrez voir au cours de la visite de Coblence. La basilique romaine Saint-Castor, le vieux château, la fontaine dite des Gavroches et la forteresse donc, qui domine la ville. Cette ville donc, est aussi donc, intéressante sur le plan historique. Revenons donc au lieu de confluence du Rhin et de la Moselle. On en parlait tout à l'heure, donc Dutch Eck. Je vais vous remettre la photo de celle-ci. Ah, attendez. Voilà, vous avez ici donc le Dutch Eck. On revient dessus, donc le coin allemand qui est vraiment le lieu de confluence du Rhin et de la Moselle. Et pour marquer donc ce lieu de confluence, vous apercevez donc à cet endroit un socle et au sommet, donc un socle par lequel on arrive avec une bonne centaine de marches. Et au sommet donc de ce socle se trouve la statue équestre de Guillaume Ier, donc qui donne un point de vue sur la ville et la rive droite du Rhin, sur laquelle se trouve aussi la forteresse. Donc, c'est vraiment un point stratégique de la région. Nous poursuivons donc en quittant la ville de Coblence et nous poursuivons donc dans cette vallée du Rhin et nous allons arriver à proprement parler dans la partie du Rhin que l'on appelle le Rhin romantique. Donc cette partie que vous avez certainement déjà parcourue pour la plupart d'entre vous, mais dont on ne se lasse pas. Et selon la saison, c'est vrai aussi que les paysages sont tout à fait différents. Cette navigation donc, de quelques heures dans ces paysages du Rhin romantique offre donc des perspectives tout à fait intéressantes puisque les paysages vont aller d'une alternance de vignobles, de rochers, également de châteaux perchés, comme on le disait tout à l'heure, des châteaux perchés en hauteur, et le fameux rocher légendaire de la Loreley, dont vous avez certainement entendu parler, ou si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez entendu dans la littérature allemande, qui est un rocher donc, qui est
suspendu à 132 mètres de haut et qui est devenu en fait le symbole du Rhin romantique et qui tient une place de choix dans la littérature allemande, puisqu'on dit, selon la légende, que la Loreley était une ondine blonde, donc génie des eaux dans la mythologie nordique, et qui captait l'attention des bateliers par ses attraits et ses chants mélodieux à l'endroit le plus dangereux donc, du fleuve. Donc c'est vrai qu'au fil du Rhin, comme dans beaucoup de fleuves, il y a un bon nombre de légendes qui sont attribuées à ces régions. Voici quelques paysages encore de ce Rhin romantique avec des vignobles. Et nous arrivons donc le même jour, nous sommes le 7 décembre, cette navigation a lieu en début d'après-midi, et en fin de journée, nous arrivons vers le charmant village, très connu aussi, de Rüdesheim, où nous restons donc la soirée et la nuit à quai. Rüdesheim, lui aussi, est situé donc entre Rhin et montagne. C'est la capitale de la région du Rheingau, au lieu donc du Riesling aussi. Je vous ai dit qu'on allait parler vignoble ce matin et bon vin. Ben voilà, nous y voilà encore. Donc au lieu du Riesling, ce sera l'occasion de déguster donc ce délicieux vin, puisqu'à Rüdesheim on trouve un bon nombre de caves proposant donc des dégustations dans ce célèbre village viticole. C'est un village qui est aussi marqué donc par une belle architecture, ce village de Rüdesheim, comme vous pouvez le voir, des ruelles étroites, là encore des maisons à encorbellement, des maisons à tourelles aussi. Rüdesheim, nous allons aussi découvrir une véritable perle de ce petit village, puisqu'ici se trouve le musée des instruments de musique mécanique de Siegfried. Vous avez donc la façade ici de ce musée, le bâtiment est superbe également. À l'intérieur donc de ce musée est regroupée une des plus importantes collections d'instruments de musique mécanique du XVIIIe au XXe siècle, que ce soit des instruments avec un mécanisme manuel, un ressort ou électromécanique, des automates qui peuvent aller de la simple boîte à musique au piano d'orchestre. Tous ces instruments ont été restaurés et sont en état de fonctionnement actuellement et nous permettent de rejouer des airs d'antan. Donc c'est une visite qui est très surprenante et très intéressante vraiment. Quelques vues ici donc de ce musée et de ces différents instruments de musique. Donc cette visite de musée complète la découverte de ce village. Donc je n'en ai pas parlé pour l'instant, mais dans tous ces villes ou villages, à cette période se déroulent des marchés de Noël, bien sûr. Nous poursuivons, donc après avoir passé la nuit à quai à Rüdesheim, nous allons au petit matin reprendre notre navigation avec l'Elegant Lady et rejoindre la ville de Wiesbaden. Cette ville de Wiesbaden, qui est une ville thermale, qui fut certainement la ville la plus en vogue, la ville d'eau la plus en vogue à cette période donc, de la Belle Époque. Son nom de Wiesbaden était autrefois donc Wiesbada, qui signifie donc bain dans la prairie. Cette ville a été mentionnée dans l'histoire pour la première fois au IXe siècle. C'est une ville qui a été aussi au fil de l'histoire détruite, reconstruite, dans un style architectural un petit peu différent des villes ou villages que l'on a vus précédemment, puisque là, c'est une ville avec une architecture beaucoup plus constituée de maisons, de bâtiments en briques que l'on va voir ou en pierre. C'est une ville donc qui est la capitale de la région de la Hesse et c'est une ville qui compte aujourd'hui environ 280 000 habitants. De temps à autre, on l'appelle aussi la ville rouge, justement à cause des différents bâtiments, grâce aussi à cette architecture de couleur rouge qu'offrent les briques. C'est une ville qui émerge littéralement des eaux, comme vous pouvez le voir ici sur ces photos. Le bâtiment des thermes de Wiesbaden le montre, une très belle architecture classique avec cette fontaine devant. Vous apercevez en haut à droite la gare de Wiesbaden, très beau bâtiment donc en briques rouges. Sur ce site donc, de Wiesbaden, on trouve environ 26 sources d'eau chaude. Le quartier des thermes se situe un petit peu à l'extérieur du centre historique. Le centre historique est entièrement piéton et s'organise autour donc, de la place du château qui est vraiment le cœur de la ville. Donc, comme vous le voyez ici, on aperçoit le théâtre de Wiesbaden, un beau bâtiment classique
avec vraiment de belles proportions. Il y a aussi le château qui est intéressant à voir de Wiesbaden qui a été reconstruit, l'ancien hôtel de ville également, et le musée de Wiesbaden. Alors, c'est un musée qui est assez original. À l'intérieur de ce musée, on va trouver des œuvres de peinture, de la peinture expressionniste et en particulier des peintres russes. Donc, notre escale sera en matinée à Wiesbaden pour découvrir cette ville des eaux et le quartier des Bains, donc à l'ouest de la ville. Nous poursuivons notre périple au fil de l'eau et nous arrivons le même jour, l'après-midi. Donc, vous le voyez, c'est une croisière vraiment avec peu de navigation. C'est vraiment beaucoup d'escales. C'est un petit peu un circuit finalement qu'on pourrait faire en autocar, sauf que notre hôtel nous suit au final. Donc, nous arrivons le 8 décembre l'après-midi en escale à la ville de Mayence, Mainz, donc en allemand. Notre escale d'après-midi va nous permettre de découvrir cette ville située donc dans la région de la Rhénanie-Palatinat, une ville qui fut aussi à 80% détruite lors de la Seconde Guerre mondiale et qui est située à un point également stratégique à la confluence du Rhin et du Main. Cette ville donc va nous permettre de découvrir ses principaux bâtiments. Vous apercevez sur la photo en haut à droite la fontaine dite de Carnaval, donc qui est assez originale, composée de nombreuses figures de fous. Vous apercevez donc la cathédrale de Mayence également, et vous pouvez apercevoir ici le théâtre national qui a été rénové donc en 2001, sur lequel on a ajouté un cylindre de verre au-dessus de cette façade tout en briques. À l'intérieur de ce cylindre se trouve un restaurant panoramique. Quelques vues toujours de cette ville de Mayence, son architecture, donc le Parlement du Linde et l'hôtel de l'ordre teutonique, une architecture donc de style baroque, et sur la droite de l'écran, le centre de la vieille ville de Mayence, avec là, comme précédemment, un centre historique, des maisons à colombages, vraiment une architecture qui est très propre à cette région de l'Allemagne. On s'arrête également dans cette très belle ville de Mayence pour un musée différent, donc c'est vrai que au fil de notre itinéraire, comme vous pouvez le voir, les attraits sont diverses et variés, puisqu'ici, Mayence est connue pour le musée Gutenberg. Un musée donc dédié à Gutenberg qui a inventé la presse à imprimer à lettres mobiles en 1445. Donc, vous avez à l'intérieur de celui-ci des machines vraiment historiques d'époque et l'évolution aussi de l'imprimerie. De par sa façade, l'architecture que vous voyez à droite de l'écran, la façade est absolument superbe de ce musée. Vous avez d'autres vues ici de la ville historique de Mayence. Donc, une belle après-midi aussi pour profiter de cette ville de Mayence. Nous quittons celle-ci donc en fin de journée pour revenir, en fait, puisqu'on a remonté à cet endroit le Rhin, pour revenir à notre point de départ, pour revenir donc à Cologne. Tout à l'heure, on a parlé de l'histoire de cette ville de Cologne. On va s'intéresser plus en détail à présent donc à ses monuments, à son architecture, cette ville hautement culturelle donc de Cologne, cette ville rhénane. Ici, donc, vous avez une vue à cette période de l'année donc des marchés de Noël, l'un des très grands marchés que l'on peut trouver en Allemagne, sur la place de la cathédrale. Mais Cologne n'est pas connue juste pour celui-ci, puisqu'à Cologne, on va trouver 6 marchés de Noël. On va donc en reparler dans quelques minutes. Juste avant, je voulais vous parler un petit peu de l'architecture de la ville. Donc ici, vous apercevez différents quartiers de la ville avec une architecture donc, qui va s'apparenter plus à l'Art Nouveau, ces façades colorées. Vous apercevez donc le joyau de la ville, cette très belle cathédrale de Cologne, un monument donc très imposant, influencé par l'art français. C'est une cathédrale qui est donc de style gothique. Elle a été achevée qu'en 1880
Et à l'intérieur de cette cathédrale gothique, on va trouver un bon nombre de chefs-d'œuvre. Voici ici quelques détails de cette magnifique cathédrale. La place là qui apparaît vide, hein, sur les vues précédentes, il y avait le marché à cet endroit. On retrouve là donc sur l'architecture, bien sûr, tous les éléments de nos cathédrales gothiques que l'on connaît bien également dans nos villes françaises. À l'intérieur de celle-ci, deux véritables joyaux, donc on ne va pas les passer tous en revue, mais s'intéresser à quelques-uns d'entre eux. Déjà des vitraux, de très beaux vitraux datant du XVIe siècle dans cette cathédrale de Cologne, comme vous pouvez le voir en haut à droite ici de votre écran. En bas de l'écran aussi, vous avez donc le rétable de l'adoration des mages qui a été peint par Lochner au XVe siècle, en 1440. Devant celui-ci se trouvent de très belles stalles sculptées, donc comme vous pouvez le voir ici. En haut à gauche de votre écran se trouve la chasse des rois mages, donc qui est ici à l'intérieur, une chasse à l'intérieur de cette cathédrale, une chasse absolument magnifique, puisque en parlant de Cologne au début de notre présentation, je vous disais que la ville donc, est devenue aussi célèbre. Ce qui a contribué au développement de celle-ci, c'est lorsqu'elle a reçu donc, les reliques des rois mages. Donc la chasse est à l'intérieur de la cathédrale. On trouve aussi de très belles mosaïques à l'intérieur de cette cathédrale, hein, comme en témoigne celle-ci, et également une croix datant du Xe siècle, des pièces d'orfèvrerie absolument superbes donc à l'intérieur de cette cathédrale de Cologne. Nous continuons notre promenade à Cologne, notre visite, hein, puisqu'il est très important de dire aussi sur cette croisière, toutes les excursions, toutes les visites sont incluses au programme. Elles ne sont pas en option comme très souvent, elles sont toutes incluses, comme je vous disais, un petit peu comme un circuit. Donc, nous continuons notre promenade à Cologne, notre découverte de cette ville de Köln, avec la visite du musée Wallraf Richartz, qui est un musée assez ancien, puisqu'il date de 1861. Ce musée tire son nom de deux grands donateurs, hein, comme l'indique le nom actuel, donc Wallraf et Richartz, le chanoine Wallraf donc, et l'homme d'affaires Richartz, qui ont légué à la ville de Cologne au XIXe siècle une remarquable collection de peintures. Le premier bâtiment donc, que vous voyez sur la gauche de votre écran date de 1861, c'est le musée original. Lors de son ouverture, ici donc ont été placées les collections donc données par ces deux mécènes, des collections qui ont été élargies par des dons au fil des années, en particulier par la collection Aubrich qui est de l'art contemporain en 1946. Il y a eu d'autres dons ensuite en 1976 par monsieur et madame Ludwig, et le musée donc Ludwig a repris l'exposition d'art du XXe siècle. Le bâtiment actuel donc est celui qui est sur la droite de votre écran. Au milieu, je vous ai placé la photo de l'un des donateurs, donc Wallraf. Donc le musée que vous visiterez, le musée actuel, est celui de droite, hein, ce bâtiment un peu de forme cubique. C'est un bâtiment qui date de 2001. Il est situé près de la mairie de Cologne. Il a été conçu par Oswald Matthias Ungers et ce bâtiment donc, abrite les collections des deux donateurs donc, à l'origine, hein, Wallraf et Richartz, et il a été enrichi en 2001 par un collectionneur suisse qui est donc Gérard Corbout et qui a donné ses collections impressionnistes et post-impressionnistes, donc 170 œuvres, à ce musée, donc qui a permis d'enrichir encore ce musée avec un autre département qui est donc la Fondation Corbout. Nous visitons donc ce musée pour les amateurs d'art, puisqu'ici vous pourrez admirer les grands maîtres de Cologne du XVe siècle. Vous pourrez retrouver aussi des maîtres flamands, des maîtres hollandais, des œuvres de Frans Hals, Rembrandt, Rubens, Dürer, Cranach, des maîtres italiens, Canaletto par exemple, des œuvres ensuite du XIXe siècle, des peintres romantiques, des impressionnistes français, des œuvres de Monet, Courbet et bien d'autres. Donc un musée vraiment très riche par ses collections. Donc ça, c'est une partie de la visite de Cologne, puisque je dirais on pourrait y passer des jours et des jours à Cologne, mais il a bien fallu faire un choix à un moment. Donc
Votre conférencière Oksana nous a aidés aussi dans ce choix et pour sélectionner les centres d'intérêt, mais il y a aussi au fil de la croisière du temps libre où vous pourrez flâner et visiter d'autres choses, puisque c'est vrai que la ville de Cologne est aussi connue par ses nombreux musées, dont le musée du chocolat d'ailleurs. Voici ici un plan de la ville pour vous permettre de vous repérer aussi. Donc ici, le centre historique repéré donc par la cathédrale, une ville qui est assez vaste et par tous les petites étiquettes rouges que vous apercevez ici, donc il y en a 5, puisqu'une est en dehors du plan, elles symbolisent les marchés de Noël que l'on peut trouver à Cologne. Même si au cours de cet itinéraire, il y en a dans chacun des villes, villages, avec toujours des petites nuances, chaque ville a ses spécificités. Cologne reste quand même une ville majeure, on va dire, dans cette période des marchés de Noël. Donc, il y en a 6 au total dans toute la ville, juste pour vous en parler. Donc, il y a le marché de Neumarkt, qui est donc ici le marché le plus ancien de la ville, connu sous le nom de Der Markt der Engel, le marché des anges. Ensuite, le marché de la Saint-Nicolas, devant le centre historique. Donc ici, quelques vues de ces marchés de Noël, de l'ambiance que l'on peut y trouver entre tous ces petits chalets, maisons de bois. Celui-ci est assez original, ce marché, puisque c'est le marché des lutins, en fait, que l'on va trouver. Donc, dans ce marché, des centaines de petits lutins, des sculptures, des représentations donc, qui peuvent enchanter de la ville. C'est non, là, moi, j'ai appelé tout le monde savoir. Deux marionnettes. Au centre de celui-ci, une patinoire. Je l'ai écrit dans. Allez, juste un petit instant. Dans le manifeste, j'ai fait une colonne cachée avec. Excusez-moi, c'était juste pour m'aider un petit problème technique. Voilà, donc nous parlions de ces différents marchés. Donc le marché sur la place de la cathédrale à Cologne qui rassemble 160 chalets de bois, le marché Altermarkt, donc célèbre pour son théâtre de marionnettes, son carrousel, le marché de la Saint-Nicolas, donc devant le château historique, et même également le marché du port sur les rives du Rhin, donc à proximité du musée du chocolat. Une vue panoramique ici de cette ville de Cologne, avec, on aperçoit très bien ici la silhouette de cette cathédrale gothique. Donc, nous passons la dernière journée du 9 décembre, journée complète de visite donc, dans cette ville de Cologne, et le retour en train donc, est prévu sur Paris en fin de journée. Donc, voici donc notre itinéraire. Donc, je le répète, cet itinéraire inclut toutes les visites, toutes les excursions, donc avec des guides locaux, plus l'accompagnement de votre conférencière Oksana Garin et les différents droits d'entrée. Cette croisière se déroule donc à bord de l'Elegant Lady, donc bateau avec lequel nous travaillons déjà depuis de nombreuses années. C'est un bateau donc, de croisière fluviale, je dirais un petit écrin, puisque c'est vrai que c'est un bateau que j'affectionne particulièrement. J'ai fait une croisière il n'y a pas très longtemps dessus, c'est une croisière donc, sur le Danube. C'est vraiment un très très joli bateau qui a été rénové il n'y a pas très longtemps. Il était déjà très joli, mais il est encore plus joli maintenant. Il a été rénové en 2017. Lors de cette rénovation, on a doté toutes les cabines du pont supérieur de grandes baies vitrées, donc qui donnent encore plus d'espace, je dirais, dans la cabine et surtout pour profiter d'autant plus des paysages et de toutes ces rives que l'on aborde lors des croisières fluviales. C'est un bateau donc, de 64 cabines, environ 120 passagers à son bord. Donc, c'est toujours comme tous les bateaux sur lesquels nous allons, encore un bateau de petite taille, à taille humaine, où règne convivialité, bonne humeur, enfin tout ce que vous pouvez connaître et douceur de vivre. Un bateau donc sur le plan technique qui fait 110 mètres de long, 11 mètres 40 de large et 1 mètre 40 de tirant d'eau. Donc, vraiment un faible tirant d'eau. On va faire une petite visite de celui-ci, même si beaucoup d'entre vous le connaissent déjà.
Les cabines du pont supérieur que vous apercevez à gauche, donc avec ces larges baies vitrées dont je vous parlais, ce sont des cabines, toutes les cabines sont extérieures sur ce bateau, les 63 cabines, joliment décorées. Elles ont une superficie d'environ 14 mètres carrés, donc avec 2 lits jumeaux comme ceci que l'on peut rapprocher, et donc une agréable salle de bain comme vous pouvez l'apercevoir ici. La différence entre les cabines du pont supérieur et le pont principal, donc comme le montrent ces deux photos en parallèle, sur le pont supérieur, on va avoir de grandes baies vitrées. Sur le pont principal, que vous le voyez à droite, eh bien, ça va être de larges sabords. Ça va être des fenêtres que l'on ne peut pas ouvrir, mais qui permettent d'avoir vraiment une belle luminosité déjà et de pouvoir apprécier tous ces paysages. Il y a aussi quelques cabines individuelles sur ce bateau, un ascenseur, toutes les commodités dont vous avez l'habitude d'avoir. Quelques vues ici donc du bateau en navigation. Le pont Soleil qui est aussi très agréable pour profiter donc de ces journées. Les espaces communs du bateau, donc vous apercevez ici la réception. C'est un bateau qui a vraiment une atmosphère, beaucoup de cachets comme vous pouvez le voir. Le coin bibliothèque. Ici, c'est un salon donc sur le pont supérieur qui est couvert. Donc, il y a 2 salons en fait sur ce petit bateau, l'Elegant Lady. Voici ici donc le salon principal où vont se dérouler donc les conférences. Le restaurant, parmi les plus toujours de l'Elegant Lady, on va retrouver une table vraiment savoureuse, une restauration très soignée, avec les boissons incluses comme sur toutes nos croisières. Donc voilà un petit peu le bateau donc, qui est l'Elegant Lady sur lequel on propose cette croisière donc, en Allemagne à la période de Noël. C'est sur ce bateau également qu'auront lieu les croisières dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir les peintres en Hollande, la croisière entre Rhin et Meuse et la croisière aussi en Franconie, puisqu'il fait vraiment partie des bateaux fluviaux que l'on affrète très régulièrement. Donc, on a fait le tour un petit peu de notre itinéraire des marchés de Noël. Vous voyez donc un petit peu les différents paysages et escales. On va donc dans quelques minutes redonner la parole à chacun d'entre eux, en tout cas à chacun d'entre vous. Merci de votre attention, d'avoir été fidèle à ce rendez-vous, puisqu'un bon nombre d'entre vous sont fidèles à ce 3e rendez-vous et on vous en remercie vraiment. Pour l'instant, on n'a pas encore la date de la prochaine vidéoconférence, la 4e qui sera proposée par Cédric, mais on ne manquera pas de vous informer, je pense, dans quelques habitudes. Et on va souhaiter aussi une très très belle croisière, un excellent voyage à nos amis qui partent prochainement samedi, puisqu'on a le départ de la croisière donc, des villes de la Hanse, donc en Allemagne aussi, qui embarqueront à Bremen. Merci en tout cas donc à tous de votre attention et de votre fidélité à Plenka.